Le grand JT de l'éducation vous est présenté par Microsoft. Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT. Tout de suite le sommaire. En cette veille d'appel à la mobilisation des personnels de l'assistance sociale à l'école, nous avons décidé de nous intéresser à ce corps de métier au carrefour des urgences avec nos invités qui seront en plateau dans quelques instants. L'inclusion des personnes atteintes de trisomie 21 est un enjeu social et éducatif. On y consacre toute la seconde partie de cette émission. Dans sa chronique Vue sur les réseaux, Loïc Landreau reviendra sur la proposition de Najat Vallaud-Belkacem de limiter l'accès à Internet. Mais avant cela, bien sûr, on fait un point sur l'actualité en bref. Bonjour. Bonsoir Virginie et bonsoir à tous. On commence avec une première en France. Une enseignante va être jugée pour harcèlement contre l'une de ses élèves. Cette professeure de français dont on avait déjà parlé sur ce plateau n'est plus accusée d'avoir contribué au suicide de la jeune Eva L en juin 2019, comme c'était le cas en début de procédure. Mais elle a bien été renvoyée en correctionnel pour harcèlement sur mineur. La justice lui reproche d'avoir régulièrement humilié la jeune fille de 11 ans, de l'avoir isolée et même, au moment de cours consacrés au harcèlement scolaire, de l'avoir stigmatisée comme victime, de l'avoir obligée à écouter les reproches que lui formulaient ses camarades et à devoir y répondre. L'enseignante est également mise en cause pour avoir harcelé 2 autres collégiens et elle a obtenu un non-lieu pour un 4e élève. Marie Dupuis, qui est la mère d'Eva L, a réagi en milieu de journée auprès de nos confrères du Parisien. Je la cite: « La dernière étape pour nous est qu'elle soit reconnue coupable d'avoir harcelé notre fille, d'avoir altéré sa santé mentale, d'avoir initié le harcèlement des autres élèves. C'est ce que nous attendons depuis 5 ans. 5 ans d'enquête, d'audition. C'est très long, c'est l'enfer. On n'y croyait pas. Mais on y croyait, mais sans y croire vraiment. » Et le père d'Eva L, quant à lui, espère que cette condamnation fera jurisprudence et dissuadera certains enseignants d'avoir des comportements inappropriés, voire dangereux, à l'encontre de leurs élèves. Et c'est pour que ce genre de situation ne se reproduise plus jamais qu'une innovation unique en France a vu le jour. Un pôle académique de lutte contre le harcèlement scolaire a ouvert à Nice. Un lieu de ressources, de prévention et d'accompagnement au sein même du rectorat. Il y a une dizaine de personnes qui sont affectées à temps plein dans ce pôle avec pour objectif de professionnaliser la réponse au harcèlement, de traiter rapidement les cas qui vont se présenter, d'accélérer la formation et d'intervenir directement au sein des établissements. Alors concrètement, si vos enfants sont victimes de harcèlement, eh bien vous aurez désormais un lieu dédié pour être écouté, entendu, pour être conseillé aussi, pour mettre en place une médiation avec l'établissement comme avec la famille du harceleur présumé. À savoir qu'en 3 ans, les signalements ont doublé au sein de l'Académie de Nice. Véritable danger ou nouveau canular d'adolescents? Eh bien hier, une quarantaine d'établissements ont été menacés de décapitation sur leurs espaces numériques de travail. Effectivement, l'auteur de ce message dit agir au nom de l'État islamique et affirme avoir placé des explosifs dans les locaux et les classes d'un établissement, de plusieurs établissements des Hauts-de-Seine. Alors selon lui, les bombes auraient dû exploser entre 11h et 15h aujourd'hui même dans une quarantaine de collèges et de lycées. Heureusement, ça n'a pas été le cas. Mais de nombreux parents et élèves ont été choqués puisqu'une vidéo de décapitation était jointe au message. Joëlle Dagosseri, qui fait partie de l'émission Les Grandes Gueules sur RMC, a reçu ce message hier soir et elle raconte ne pas l'avoir vu tout de suite. C'est en allant sur mon portable que j'ai vu plein de messages des parents. Et donc je suis allée aussi sur l'ENT. Effectivement, j'avais reçu un mail avec... Assalamu alaikum, nous venons de la part de l'État islamique. Voilà, je vous écris ce message pour vous. Je l'ai devant les yeux là, donc je vous écris ce message pour vous annoncer ma décision. Je suis enfin décidée de mener mon projet à bout. Enfin voilà, avec plein de menaces d'explosifs, de koufars, etc. Au début, j'ai un petit peu hésité. Je me suis dit est-ce que c'est ce qu'on a dit canular, non. Mais après, en fait, on s'est un peu concerté avec les parents et on s'est dit non, enfin. C'est pas parce qu'il y a 3 évaluations et journées d'école qu'on va se mettre en danger. Donc on a gardé les enfants, mais l'école a maintenu les cours. Donc voilà. Et ils nous ont dit que la police était passée, mais on n'est pas sûr. Il y a plusieurs parents qui ont dit que c'était pas vrai, qu'il n'y avait pas la police dedans. Enfin. Les enquêteurs penchent bel et bien pour un nouveau canular, mais vous le voyez, ils affirment prendre ces menaces très au sérieux et ils étaient tout au long de la journée aux abords des établissements scolaires.
À la une également, hier soir, le Sénat a voté pour la décentralisation de la médecine scolaire. Un texte qui vise à transférer de l'État à différents départements volontaires la compétence médecine scolaire et les obligations relatives au bilan de santé et à la promotion de la santé à l'école. Une façon de répondre à la pénurie de médecins scolaires. 46% des postes sont actuellement vacants partout en France, selon le Sénat. Le transfert de la gestion au département pourrait donc relancer l'attractivité du métier et puis la recherche de talents au niveau local. La ministre de l'Éducation, Nicole Belloubet, a reconnu les difficultés importantes rencontrées par le secteur, mais elle craint que cette décentralisation soit complexe en termes de répartition des compétences et elle redoute des démissions supplémentaires de médecins scolaires. Le texte a été transmis à l'Assemblée nationale sans assurance qu'il soit mis à l'ordre du jour dans les prochains jours. Apprendre les mathématiques dès la maternelle, c'est la proposition du président du Conseil scientifique de l'éducation nationale. Longue interview de Stanislas Dehaene aujourd'hui dans l'Express. Il explique qu'il souhaite déployer la fameuse méthode Singapour dès la maternelle pour enrayer la baisse du niveau en mathématiques. Et il recommande notamment le déploiement de jeux de plateau. Et il cite particulièrement la bonne paye, qui selon lui familiarise avec le maniement des chiffres et des nombres et permet une bonne appréhension des additions, des soustractions au moment où on manipule les billets fictifs. Il évoque également beaucoup plus de jeux avec les formes géométriques pour évoquer la translation ou l'homothétie. Voilà, l'analyse et les propositions de Stanislas Dehaene sont donc à retrouver dans l'Express du jour. Situation symptomatique du manque d'enseignants à Saint-Malo, en Bretagne. 12 collégiens handicapés d'une classe Ulysse n'ont plus cours depuis 10 jours et doivent passer leur journée en salle de permanence. Et ce fut déjà le cas en décembre dernier où ils avaient passé 3 semaines sans enseignante pour raison de santé. Alors là, leur professeur a été affecté comme principale adjointe dans un autre collège et elle n'a pas été remplacée. Ces adolescents sont donc accueillis du matin au soir, vous l'avez dit, en permanence, où ils sont complètement livrés à eux-mêmes. 2 mamans d'élèves se sont rendues à la gendarmerie pour signaler cette situation au procureur de la République. Vous allez le voir, elles sont révoltées. On nous enlève le seul professeur qui sait comment gérer les enfants en situation de handicap. Timothy est atteint du trouble du spectre de l'autisme. Il n'a pas de mémoire à court terme. Ce qui fait que si en fait il n'y a pas de cours, c'est pas répété. Et puis tous les acquis qu'il a fait jusqu'à maintenant partent dans la nature. Je ne vais pas laisser mon gamin 8 heures en perme, c'est pas possible. Ça va être compliqué à reprendre les cours. Sans prof, j'y arrive pas. Je sais pas quoi faire de ma journée. Puis si je vais en perme, ça va être encore plus pire. On reste assis sur une chaise et on nous dit de nos terres. C'est pas une vie pour eux. Leur vie à eux, à l'heure d'aujourd'hui, alors qu'ils sont mineurs, c'est d'être en classe et d'apprendre. Parce que l'école est obligatoire. Ces mamans qui préfèrent garder leurs enfants auprès d'eux plutôt que de les laisser 8 heures à ne rien faire. Le rectorat, quant à lui, a affirmé à nos confrères d'RMC que tout était fait, évidemment, pour trouver une remplaçante le plus vite possible. Cette situation, le manque d'enseignants, c'est une situation qu'on retrouve partout en France. Ce matin, par exemple, une manifestation a eu lieu dans le 20e arrondissement de Paris. Pour dénoncer le manque d'enseignantes, une fois encore, dans cette école maternelle, écoutez bien, elles sont 2 titulaires pour 100 enfants. 100 enfants et 4 classes depuis le 29 janvier. De nombreux parents ont affirmé avoir retiré leurs enfants de l'école pour des raisons de sécurité. Et donc ce matin, ces mêmes parents ont fait cours sur le trottoir en plein Paris et ils espèrent évidemment attirer l'attention du rectorat pour obtenir davantage de personnel éducatif. Merci beaucoup Loïc pour ces informations. Quelles sont les missions des assistants sociaux de l'éducation? Essentielles bien sûr, mais souvent invisibilisées. Un appel à la mobilisation est lancé pour la journée de demain. Revalorisation salariale, prise en charge des contraintes de travail, respect et méconnaissance du métier et surtout reconnaissance primordiale de ce métier-là. On va parler de toutes ces questions avec nos 2 invités. Et pour en parler, je suis ravie d'accueillir sur ce plateau Nathalie Andrieux-Hennequin. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes membre du Bureau national du syndicat des assistantes du service social, FSU, c'est ça qui est relié à la FSU. Et Sandrine Rouvière, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes assistante sociale au collège Vieux-Port à Marseille. On est très content de vous avoir évidemment sur le Grand JT. On va parler des assistantes sociales. C'est un métier qu'on connaît, mais je pense un peu moins dans le cadre de l'école. Quelles sont les missions réelles, Nathalie Andrieux-Hennequin, des assistantes sociales en milieu scolaire? Les missions des assistantes sociales, je vais pour faire court, parce que c'est des missions qui sont très vastes. Même si elles ont été raccourcies par la circulaire de 2017, qui n'a pas raccourci nos missions, mais qui a raccourci les lieux d'intervention.
parce que de toute façon, nous n'avons pas les moyens d'intervenir partout. On va y venir, mais l'émission déjà. L'émission, on est chargé de concourir à l'égalité des chances et à la lutte contre les inégalités sociales et territoriales en matière de réussite scolaire et éducative. Vous lisiez précisément parce que vous voulez reprendre finalement ce que dit le gouvernement, oui, mais pas la réalité des faits, c'est ça? Oui. On participe au niveau du droit à l'éducation, garantie à chacun. Enfin voilà, c'est très très large au niveau on va contribuer à la protection de l'enfance, on va contribuer à l'amélioration du climat scolaire, on va participer à l'éducation à la santé, concourir à l'inclusion scolaire des élèves en situation de handicap, participer à l'orientation et au suivi des élèves qui bénéficient d'une orientation spécifique, soutenir et accompagner les parents dans leurs fonctions éducatives et participer à la formation initiale et continue des travailleurs sociaux. Tout ça. C'est très vaste, effectivement. On imagine quel travail cela représente. Sandrine Rouvière, si je dis que, en gros, vous, les assistantes sociales s'enquièrent du mal-être des élèves, est-ce que c'est juste ? Oui, c'est juste, puisque actuellement, notre contexte de travail, la plupart du temps, les élèves que nous recevons sont souvent dans un mal-être et surtout plus particulièrement, depuis le Covid, depuis qu'il y a eu le Covid. On s'est retrouvé avec beaucoup plus de demandes et beaucoup plus d'élèves en état de mal-être. Donc nous, on va vraiment être là pour travailler, favoriser en tout cas l'épanouissement des élèves et aussi travailler pour leur réussite scolaire. Nathalie Andrieux-Hennequin, pour bien qu'on comprenne, on va prendre une situation qui, je crois, est assez classique, qui revient souvent, en cas, par exemple, de décrochage scolaire. Comment ça se passe? C'est-à-dire que vous convoquez l'élève et vous discutez déjà une première fois avec l'élève? Alors, avant de convoquer l'élève, on va... Pour justement savoir qu'il est en décrochage, on va déjà avoir rencontré l'équipe éducative, l'équipe de l'établissement qui vont nous dire attention, cet élève est en train de décrocher. Et on va voir effectivement en équipe qui va effectivement voir l'élève. Qu'est-ce qu'il y a? Nous, on va voir déjà ce travail-là au départ en équipe. Essayer de comprendre ce qui se passe à la fois de la famille. Qu'est-ce qui a été fait? Où est-ce qu'on en est? Qu'est-ce qui pourrait déjà expliquer ça? En fonction de ça, et là, toute notre expertise est aussi là pour essayer de comprendre qu'est-ce qui se passe. Si dans l'établissement, qu'est-ce qu'on a pu mettre en place? Et ensuite, effectivement, si on se dit il y a des zones d'ombre ou il y a des choses qu'on a du mal à comprendre, pourquoi cet élève décroche, à ce moment-là, on va effectivement proposer à le rencontrer. On le rappelle, à chaque fois, on propose à le rencontrer. On rencontre l'élève, on discute avec lui. C'est-à-dire qu'effectivement, un élève qui ne voudrait pas nous voir, ça peut arriver aussi, on fera autrement. Mais on propose de le rencontrer pour effectivement essayer d'échanger avec lui, de comprendre ce qui se passe. La famille intervient toujours aussi? C'est-à-dire qu'en fait, vous faites intervenir la famille, vous convoquez la famille ou pas forcément? Déjà, dans un premier temps, on va déjà voir l'élève. Travailler avec la famille, bien entendu que ça fait partie... Un élève, c'est un enfant avec ses parents. Maintenant, il y a des moments où on peut, un premier entretien, on va prévenir, que ce soit nous ou quelqu'un d'autre de l'établissement, de dire qu'il a été vu. Voilà, c'est aussi un travail d'équipe dans un établissement. Et les réponses que vous apportez sont d'ordre plutôt psychologique ou aussi et surtout financière? Bien souvent, on est beaucoup... Alors, c'est pas du psychologique, c'est du social. Social, oui. Ça veut dire qu'on va... notre formation d'assistante sociale, c'est déjà d'évaluer une situation. C'est d'aller chercher, questionner, essayer de comprendre pourquoi dans telle situation, qu'est-ce qui se passe à l'école, qu'est-ce qui se passe à la maison, qu'est-ce qui se passe avec les copains et qu'est-ce qui se passe pour toi aussi à cet âge-là. Et effectivement, à ce moment-là, c'est de questionner et d'évaluer. J'ai vraiment envie de dire que la première des choses d'une assistante sociale, c'est d'évaluer une situation. Et ensuite, quand on a évalué, on voit avec l'élève, on voit effectivement avec les gens qui l'entourent, qu'est-ce qu'on peut mettre en œuvre. Est-ce qu'il y a un rôle de médiation aussi? Oui, il y a un rôle de médiation, surtout dans un établissement scolaire, il y a un rôle de médiation entre l'élève, les équipes, les professeurs, qui des fois ne peuvent pas comprendre pourquoi un élève agit comme ça, quand on ne sait pas comment ça se passe à la maison.
Effectivement, les difficultés dans une famille, on a des fois des professionnels qui n'ont pas conscience de ce que ça a comme conséquence. Et puis, effectivement, de la médiation entre les parents et les établissements scolaires, parce que quand ça commence à devenir compliqué au niveau comportement d'un élève, il faut bien souvent faire de la médiation pour apaiser les choses. Notre rôle, c'est aussi d'apaiser les choses. Sandrine Rouvière, c'est ce que vous ressentez aussi, être au carrefour finalement des rendez-vous entre l'élève, la communauté enseignante et aussi potentiellement la famille de cet élève? Justement, c'est vrai que nous, on va intervenir, comme venait de dire la collègue, on va intervenir en fait pour être vraiment l'interface entre la famille, les collègues, donc le collège ou l'établissement dans lequel on intervient, mais aussi les partenaires avec lesquels on travaille, c'est-à-dire par exemple le département, donc les MDS, les maisons départementales de solidarité, le secteur associatif aussi, qui parfois accompagnent les familles dans le cadre de leurs difficultés. Donc on va être l'interface en fait pour faire tous ces liens-là et s'assurer que la situation elle est prise en charge et qu'on peut essayer de faire avancer ou évoluer la situation et aider les élèves et leurs familles aussi. Dans un cas, par exemple, de situation difficile, alors sans faire de clichés, mais qu'on pourrait retrouver peut-être au collège Vieux-Port à Marseille aussi, avec les étudiants qui peuvent être un peu dissipés ou même carrément violents. Dans un cas de conseil de discipline, par exemple, Sandrine Rouvière, est-ce que votre point de vue, les points de vue peuvent diverger pour un conseil de discipline? Point de vue entre assistante sociale et enseignant, par exemple? Alors oui, effectivement, les points de vue généralement divergent puisque les enseignants, c'est vrai qu'ils ont les élèves dans la classe, ils sont nombreux et donc quand il y a certaines difficultés, ça devient ingérable parfois dans les classes. Nous, on voit les élèves dans un autre cadre, dans une relation duelle, qui nous permet de voir l'élève différemment aussi. On rencontre les parents qui vont nous raconter leurs difficultés, qu'on va analyser et essayer de faire le lien et comprendre les difficultés que rencontre l'élève. En éducation prioritaire, Donc, oui, vous voulez ajouter quelque chose? Moi, je voudrais rajouter qu'on a aussi une grande place à ce moment-là pour rappeler le droit, pour rappeler aux familles leurs droits sur un conseil de discipline. On a leur place pour leur rappeler qu'elles ont le droit de venir voir le dossier, qu'elles ont le droit d'être accompagnées, qu'il y a des mesures pour faire appel. Ces choses-là qui des fois, ne sont pas forcément toujours dites et bien explicitées. C'est aussi ce rôle-là, un rôle qui nous met dans une position pas simple. C'est bien pour ça qu'on s'est battu régulièrement, on a lutté pour faire partie d'un service et pas dépendre des chefs d'établissement, pour qu'on puisse garder cette place, de pouvoir dire les choses même quand elles ne sont pas faciles à dire. Alors parlons justement de ces revendications, de cette lutte dont vous parlez. Marre d'être, je cite, sous-doté, sous-payé, sous-valorisé, lancé à l'intersyndicale des syndicats justement le 7 février dernier. Vous avez l'impression d'être un peu les oubliés du système ? On n'a pas l'impression. Vous l'êtes, c'est ça? C'est vraiment un grand coup de colère qui s'est déclaré, qu'on n'avait jamais vu à ce point-là de la part de nos collègues après les déclarations du Premier ministre. Fin janvier? Voilà, début février, quand il a annoncé la revalorisation pour les infirmières. On est très contente pour nos collègues infirmières. Mais encore une fois, dans tous les dispositifs dont il a annoncé, jamais on ne parle des assistantes sociales. Et là, ça a été vraiment la goutte d'eau qui a fait déborder le vase pour les collègues, de rappeler tout ce qui peut se faire. On rappelle que sur le harcèlement, sur les violences sexistes et sexuelles, mais on n'a pas attendu que nos ministres se réveillent. Colère que vous ressentez également, Sandrine Rouvière?
Je pense qu'elle est vraiment, elle est commune, cette colère, hein, puisque, comme disait la collègue, effectivement, on est ravis que nos collègues infirmières puissent avoir une revalorisation de du salaire, qu'elles puissent avoir des primes, mais on aimerait que ce soit égal, puisque nous sommes considérés comme cadre de catégorie A, on a un diplôme égal, un niveau d'ancienneté égal. Il y a une différence au niveau du traitement des salaires qui est considérable, qui est considérable et qui aujourd'hui est insupportable et inacceptable. On ne peut pas continuer à nous demander plus. On croule sur une masse de travail importante et on se retrouve sous-payé, alors que si on regarde les grilles salariales, c'est hallucinant. Vous faites allusion, Nathalie Andrieux-Hennequin, à ce discours de politique générale de Gabriel Attal, effectivement, qui vous a fait bondir. Pourtant, j'ai quand même regardé ce discours. Et il avait demandé au gouvernement de travailler sur des revalorisations, je cite, pour les autres personnels sociaux et sanitaires en milieu scolaire. Qu'est-ce qui fait défaut? C'est-à-dire que vous pensez que c'est une demande qui, en fait, a été évacuée, c'est ça, qui a été mise à la marge? D'abord, ça fait depuis 2 ans qu'il y a des propositions indemnitaires mis pour l'ensemble des personnels, même si on peut en penser tout ce qu'on en veut, sauf que nous, ça fait 2 ans qu'il faut se battre en permanence pour dire « vous n'oubliez pas quelqu'un là ?» Et à chaque fois, d'avoir oublié les personnels sociaux. En permanence. C'est-à-dire qu'à chaque fois, quand on a obtenu quelque chose, c'est parce qu'à chaque fois, on a dit « vous nous avez oubliés ». Les dernières enveloppes qu'on a eues pour de l'indemnitaire, l'Éducation nationale a récupéré une enveloppe à un moment de la fonction publique, tellement nos primes, on ne parle même pas d'indice, nos primes étaient les plus basses de la fonction publique d'État. Alors on peut, s'il vous plaît, pour que les gens, tous ceux qui t'en regardent, comprennent bien de quoi on parle. Quel est le salaire d'une assistante sociale en début de carrière? En début de carrière, elles sont pas très loin du SMIC. Là, je vais pas. J'ai lu 1 800 €. Est-ce que Sandrine Rouvière, c'est un montant qui vous parle? Alors, c'est 1800 en gros, mais sans avoir déjà enlevé. Ça, c'est le salaire de base, en fait. Il y a eu une revalorisation qui a été faite, si je ne m'abuse. Donc, les assistants de services sociaux en 2021 ont bénéficié d'une revalorisation forfaitaire de au moins 1 300 € bruts. Je parle annuel, bien entendu. En 2022, la dynamique s'est poursuivie avec une revalorisation forfaitaire de 250 € bruts annuels. C'est cela? Oui. Alors après, il faut rappeler, pour que ça soit clair, nous avons obtenu, grâce à PPCR, parce que on disait au niveau fédération qu'il n'était pas question de signer pour des enseignants des choses alors qu'il n'y avait rien pour les travailleurs sociaux, la reconnaissance en catégorie A pour l'ensemble des assistantes sociales, toutes fonctions publiques confondues. Il a fallu aller l'arracher, cette catégorie A. On nous a inventé la plus petite des catégories A. Et c'est aussi ça la révolte des collègues. C'est qu'on a été en capacité de nous inventer la plus petite des catégories A. Quand on parle des collègues infirmières, comme toutes les professions extrêmement féminisées, elles sont toutes avec les plus petits indices. Vous faites allusion aussi aux AESH, évidemment, aux auxiliaires. Mais toutes ces professions extrêmement féminisées. Et donc la nôtre fait partie dans la catégorie A, de la plus petite des catégories A. Oui, mais pourtant vous faites allusion aux psychologues et infirmières scolaires, qui sont souvent aussi des femmes et qui pour autant ont été davantage revalorisées, vous disiez. Aussi, mais on va rappeler aussi que tout le travail social est en grande difficulté sur l'ensemble des professions, qu'il y a un livre blanc avec ses préconisations qui sont sorties du Haut Conseil du travail social, que Mathieu Klein, son président, a été porté jusqu'à l'Assemblée nationale pour tirer un signal d'alarme sur le travail social en général, en disant que la première des préconisations qui arrive du Haut Conseil du travail social, donc qui a été votée
par presque l'ensemble, en tout cas la majorité des membres, c'est la revalorisation salariale pour toutes les branches du travail social. Donc nous, on cumule assistante sociale à l'éducation nationale et on se retrouve effectivement à être parmi les assistantes sociales dans la fonction publique avec effectivement... alors les indices sont les mêmes d'ailleurs, c'est bien pour ça que... Il y a des appels aussi à se mobiliser jusqu'à Bercy, parce que c'est là que ça se joue. Nous sommes partis d'un corps interministériel. C'est bien toute notre difficulté aussi, c'est que pour augmenter les indices des assistantes sociales de l'éducation nationale, il faut augmenter toutes les grilles de la fonction publique d'État. Mmh. Donc, à chaque fois, on nous dit c'est pas nous. C'est à Bercy qu'il faut que ça se joue. Sandrine Rouvière, pardon. De combien de familles vous vous occupez, vous, en tant qu'assistante sociale? Alors, ça dépend de l'établissement, mais actuellement, par exemple, dans mon établissement, donc je suis en REP+, réseau d'éducation prioritaire plus. J'ai actuellement à peu près 70 dossiers, hein, à peu près. Je parle à ma stagiaire qui est assise en face de moi. À peu près 70 dossiers actuellement. On est en mars. Et il faut savoir que les situations viennent aussi au fur et à mesure et que souvent, vers la fin de l'année, on va faire le point sur les situations d'absentéisme sur lesquelles les CPE ont essayé de travailler avec les familles et qu'ils n'ont pas réussi à traiter ces situations-là. Donc nous, vers la fin de l'année, toutes ces situations vont nous revenir pour qu'on puisse essayer de voir comment rapprocher les élèves, comment accompagner les familles pour qu'il n'y ait pas un abandon, parce que parfois on a des élèves, même au collège, qui abandonnent très très jeunes et de plus en plus tôt, et c'est vraiment difficile. Une particularité, moi, dans mon collège actuellement aussi, on a les mineurs non accompagnés qui ont besoin d'un suivi très important, parce que ce sont des jeunes qui arrivent sur le territoire, qui n'ont pas de soutien familial, qui ne sont pas pris en charge par le conseil départemental et donc qui vont demander un accompagnement, un suivi vraiment très précis. Donc tous ces élèves... Voilà, pardon, qui ne connaissent pas forcément leurs droits, comme dit Nathalie Andrieux-Hennequin. Effectivement, vous apportez aussi cela. Donc, c'est beaucoup de charges. Mais une charge, 70 dossiers, 70 familles, j'imagine que c'est beaucoup, c'est trop. Trop parce que quoi? Parce que faute de nombre suffisant de collègues pour vous épauler? Sandrine Rouvière? Non, c'est surtout parce que je pense qu'il y a aussi le manque de suivi en fait dans le premier degré. Parce que les situations, elles nous arrivent actuellement. On a dans le collège, par exemple, très tôt dès la classe de 6e. Bon, je suis navrée, mais je vais m'en profiter pour revenir avec Nathalie Andrieux-Hennequin. Oui, c'est faute de poste, faute du nombre de personnes qui veulent faire ce métier. On le comprend compte tenu des conditions dont vous parlez et évidemment du salaire qui est bien trop bas. Alors, pour compléter ce que disait la collègue, là, elle vous dit le nombre de dossiers, d'enfants qu'elle essaye de suivre. Ça ne comprend pas tous ceux qu'on lui a dit et qu'elle ne peut pas suivre. Parce que c'est ça aussi la souffrance des collègues. C'est quand on va à des cellules de veille, qu'on vous parle de un tel, et qu'on n'arrive pas, et qu'on essaye au mieux avec nos collègues infirmières, psychologues, savoir qui va faire la première évaluation, et que l'on n'arrive pas, on n'arrive pas, parce que on parlait... des situations d'intervention sur des enfants qui vont mal. Enfin, je vous ai lu d'abord au départ nos missions quand même. On est censé faire de l'action collective aussi. Et on se retrouve
avec tout ça, avec des listes de gamins que l'on dit qu'ils vont mal, et la difficulté un manque de moyens. Et un manque de temps pour pouvoir agir. Merci beaucoup Nathalie Andrieux-Hennequin d'avoir été avec nous. Sandrine Rouvière, merci mille fois aussi. Je crois qu'on a récupéré la connexion, du moins je l'espère. Difficile de pouvoir échanger. Est-ce que vous êtes là, Sandrine ? Non, on ne l'a toujours pas, mais en tout cas, on vous remercie mille fois d'avoir été là. Vous êtes donc assistante sociale au Collège Vieux-Port à Marseille. Nathalie Andrieux-Hennequin, merci. Moi, je voulais juste donner un chiffre. C'est 2800 collègues, effectivement, assistantes sociales pour l'ensemble des élèves de France. Donc, 2800, on nous demande de pouvoir aussi couvrir le primaire. On aimerait bien pouvoir couvrir le primaire, mais pas avec ces effectifs. Et oui, effectif forcément insuffisant. Merci beaucoup d'avoir été là pour traiter ce sujet si important des assistantes sociales. Merci à vous deux. On marque une courte pause, on se retrouve. De retour dans le Grand JT avec Loïc, nous sommes ravis d'accueillir Magali et Chasseriau. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, Magali. Vous êtes responsable de communication de Trisomie 21 France. Et à vos côtés, nous retrouvons Serge Thomaset. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Serge, vous êtes membre du conseil scientifique de Trisomie 21 France. Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de la trisomie 21, journée d'autant plus importante au regard des chiffres que j'ai sous les yeux. Sachez que 24% des personnes atteintes du Down syndrome, en trisomie 21, n'ont pu accéder aux soins dont ils avaient besoin ces derniers mois. J'aimerais comprendre, Magali Chasseriau, qu'est-ce qui pose problème dans l'accès des soins ? Enfin, l'accès aux soins. Les personnes avec trisomie 21 ont besoin de plus de soins que les autres parce qu'elles ont des pathologies liées au syndrome. Mais c'est la difficulté d'accès aux soins. Quand on comprend, par exemple, comment se servir d'Amélie ou des services en ligne, comment prendre un rendez-vous chez le médecin. Déjà, c'est un premier frein. Ils doivent surmonter de nombreux obstacles. Et après, quand ils sont en rendez-vous, comme nous, parfois, ils sont confrontés à des médecins qui vont parler un langage peu compréhensible par tout le monde et encore moins par une personne qui a une déficience intellectuelle et parfois avec des freins des médecins pour les soigner parce que tout simplement, ils ne connaissent pas. Ils ne connaissent pas ce qu'il faut faire pour bien accueillir une personne avec une trisomie 21. Il lui faut beaucoup de bienveillance, de l'écoute, lui expliquer les soins. Alors, c'est plus long, mais c'est possible si on l'accueille bien. Vous posez une question qui est très importante, qui est celle effectivement de la formation du personnel médical, finalement. Oui, tout à fait. Nous, ce qu'on pense, c'est vraiment qu'il y a besoin davantage de formation de tout le corps médical, mais aussi d'une adaptation des moyens mis en place par les pouvoirs publics pour que ce soit plus accessible à tout le monde. Et quand c'est plus accessible à une personne avec déficience intellectuelle, c'est une accessibilité pour tous, c'est aussi une accessibilité plus grande pour ceux qui ont des difficultés avec la langue française, pour une personne qui sort d'un AVC. Enfin voilà, on milite beaucoup pour l'accessibilité universelle et les soins, c'est un droit pour tous. Je pense que c'est quand même un droit fondamental. Le prix des soins aussi est encore évidemment un frein. Oui, tout à fait. Ça peut être un frein pour des personnes qui sont en difficulté financière. Mais il y a aussi des choses, par exemple, il y a le témoignage d'une maman qui disait que sa fille, pour une extraction de dents de lait, alors ça peut paraître anodin, mais pour une personne avec déficience intellectuelle, il y a beaucoup de frayeurs. Ça a pu être fait en utilisant une sorte de léger anesthésiant qui, dans bien des cas, est remboursé. Et là, ça n'a pas été remboursé alors que c'était nécessaire pour la personne. L'exclusion aussi du système éducatif est également un des points qui fait, je trouve, beaucoup débat. Est-ce que, Serge Thomaset, l'école inclusive martelée par Gabriel Attal est-elle réelle ?
L'école inclusive est réelle dans le droit, puisque la loi de 2005 précise bien que tout enfant peut aller à l'école. Et par ailleurs, la France est signataire et a ratifié des conventions internationales qui l'engagent à accueillir tous les enfants en milieu ordinaire. Donc, du point de vue du droit, les choses sont faites. Ce qui est difficile tout de suite, c'est de mettre en place l'école inclusive, parce que, comme dans la situation de la médecine que vous évoquiez tout à l'heure, il y a un réel manque de formation, à la fois pour les professionnels de l'école et pour les professionnels médico-sociaux qui accompagnent ces jeunes enfants, adolescents et jeunes adultes. Le rôle de l'association que vous portez, Trisomie 21 France, de pouvoir rendre, j'allais dire, la société plus inclusive dans son ensemble et surtout l'école? Oui, tout à fait. En fait, comme l'a dit Magali Echasserio, jusqu'à présent, on a quand même beaucoup demandé aux personnes de s'adapter, quitte à leur donner, par exemple, dans le cas de l'école, des AESH pour les aider à accéder à l'école. Mais cette adaptation a des limites et il faut vraiment envisager de rendre les environnements accessibles, comme on l'a, par exemple, dans le cadre des transports publics. Si vous rentrez dans le métro ou dans le bus, vous n'avez plus de marche maintenant et ça rend service à tout le monde. Et dans le cas de l'école, bien sûr, ce sera une accessibilité avec des plans inclinés pour permettre à des personnes avec une limitation de marche d'accéder à l'école, mais aussi des plans inclinés pédagogiques qui vont permettre d'adapter les apprentissages à ce que chaque enfant peut apprendre. On parle de formation effectivement des médecins, formation aussi en milieu scolaire, mais je ne peux pas dire le mot formation, mais aussi peut-être cette image qu'il faut changer du regard des autres en général dans la société pour les personnes atteintes de trisomie 21. C'est vrai. Par exemple, quand on voit sur Internet les vidéos de cette jeune avec trisomie qui est devenue institutrice en Argentine, ça nous montre bien qu'effectivement, ces jeunes peuvent faire un parcours scolaire, peuvent apprendre et peuvent prendre une place dans la société. Et quand cette jeune raconte une histoire aux enfants de maternelle, on voit bien que sa trisomie qui l'amène à avoir beaucoup d'empathie est une force, parce qu'elle va raconter cette histoire avec une conviction incroyable. Et donc, on a là un exemple qui montre que véritablement, les mentalités peuvent changer, et dans un contexte où, avec beaucoup de fragilité qui arrive dans cette société, fragilité sociale, mais aussi les maladies chroniques, le vieillissement, il faut qu'on pense une autre place aux personnes qui ont des limitations pour qu'elles restent dans la société et qu'elles soient capables d'y contribuer. On a en région parisienne de plus en plus de restaurants qui se montent avec du personnel qui est 100% atteint de trisomie 21, et il y a aussi beaucoup sur TikTok de la part de ces restaurants de communication avec ce personnel-là qui prend la parole, qui rigole, etc. Enfin, qui nous montre en fait que la trisomie 21 peut être vécue dans le quotidien. Ça se développe doucement. Est-ce que vous appuyez ce type de développement économique à destination des personnes trisomiques ? Alors, tout à fait. Dans l'idéal, un environnement inclusif, c'est un environnement qui n'accueille pas plus de personnes avec handicap que le reste de la société. Donc là, on voit bien qu'il y a une espèce de focale, par exemple, dans ces cafés joyeux qui permettent quand même de porter l'attention sur la trisomie. Donc personnellement, je ne vois pas de problème là-dessus, en se disant bien que, voilà, je vais laisser la parole à Magali, mais il y a ici un effet de focale avec l'idée que quand même, dans la société, on ne va pas réintroduire des restaurants pour trisomiques ou des restaurants uniquement gérés par des trisomiques. Sorio, vous vouliez réagir? C'est qu'on trouve ça très bien, mais c'est quand même dommage d'être obligé de créer des établissements, qui soient restaurants ou autres, spécifiques pour que les personnes puissent travailler. Elles devraient pouvoir travailler avec tout le monde. En tout cas, c'est là-dessus que nous, on milite, pour que les personnes aient une place dans toute entreprise, une place adaptée, mais une place pour travailler avec les autres. C'est ça aussi qui fait changer les regards.
Forcément, le regard c'est très important. L'aspect communautaire peut être vécu aussi comme un rejet finalement par ses pairs, mais aussi par l'éducation. Quand on voit que cette école que l'on souhaite inclusive, mais ne l'est pas, hein, c'est ce que vous dites, Serge Thomasé, j'aimerais vous faire réagir, Magali Chasserio, sur l'idée aussi que ce regard, ce quotidien que les personnes atteintes de trisomie 21 doit être très lourd, très difficile en permanence, de pouvoir lutter chaque jour pour pouvoir se faire sa place de manière naturelle. C'est vrai que dans les témoignages avec les personnes avec qui on échange, c'est plus le regard qui est gênant que leur handicap. Parce que leur handicap, ils vivent avec, ils font des choses, ils vont à l'école, ils travaillent, ils ont des amoureux, leur vie se déroule, mais la société met des limites et le regard des autres peut être très pesant, oui. Les objectifs de la société, on l'a dit évidemment, rendre la société plus inclusive, faire parler, libérer la parole. J'imagine aussi que beaucoup de projets culturels, sportifs et autres sont proposés par Trisomie 21 France. Ce qu'on travaille beaucoup, c'est la parole des personnes. Donc, on travaille beaucoup pour que les personnes avec trisomie 21 ou autres déficiences intellectuelles, parce qu'on s'occupe aussi d'autres déficiences intellectuelles, puissent prendre la parole et faire leur choix. Et oriente aussi les projets de la fédération. Donc, nous, en ce moment, le gros projet sur lequel on travaille, parce que c'était clé pour les personnes, c'est sur l'emploi. On a un projet qui s'appelle « Faire entendre sa voix », dont l'objectif est de transformer l'emploi ordinaire pour qu'ils y trouvent une place. Donc on fait des actions, on les forme à la prise de parole en public, on fait des actions de sensibilisation auprès des entreprises. On organise en juin, le 19 juin, un gros congrès pour sensibiliser les entreprises à l'emploi en milieu ordinaire avec des interventions de personnes. C'est un congrès qui est porté par les personnes concernées. Donc voilà, on fait des actions, nous, en fonction de leurs envies. Donc en ce moment, on est sur l'emploi. Merci à tous les deux, Magali Chasserio et Serge Thomasé de l'association Trisomie 21 France. Merci d'avoir été avec nous sur le Grand JT pour parler de tous ces enfants, mais aussi adultes qui sont en situation de handicap et qui veulent avoir un accès facile aux soins et aussi à l'école, à une école dite totalement inclusive. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur ce plateau. Vous êtes là, cher Loïc, oui, bien, parce que c'est à vous pour votre chronique. Loïc, nous allons parler de celle qui enflamme les réseaux sociaux depuis le début de la semaine, Najat Vallaud-Belkacem, ancienne ministre de l'Éducation, qui veut rationner Internet. 3 gigaoctets par semaine pour lutter contre la pollution numérique et notre addiction au téléphone. Proposition révélée dans une tribune publiée dans le Figaro ce lundi et immédiatement tollée sur les réseaux sociaux. Plusieurs centaines d'utilisateurs et de professionnels du numérique ulcérés par ces propos. Il y en a d'autres quand même qui ont essayé un petit peu de comprendre. C'est le cas de Lumoni, qui est un TikToker qui donne régulièrement son avis sur des faits d'actualité et qui est suivi par 500 000 personnes. Écoutez-le. Il y a beaucoup de réactions sur les réseaux, même si c'est vrai que les gens en général ils sont accros à leurs écrans. Et c'est vrai que malheureusement, il y a de la haine gratuite sur Internet. Mais de là à nous limiter l'usage d'Internet, ça fait un peu trop. Surtout qu'avec Internet, vous le savez, on peut rigoler, on peut discuter, mais on peut surtout s'informer, travailler et apprendre plein de choses. Aujourd'hui, tout le monde a besoin d'Internet. Il y en a qui trouvent que c'est une bonne idée. Il y en a d'autres au contraire qui trouvent que c'est une mauvaise idée et que c'est même une atteinte à la liberté. Pour l'instant, le gouvernement a rejeté cette proposition. Mais en vrai, vous en pensez quoi? Vous pensez que c'est une bonne idée? Tu serais d'accord, toi, de vivre avec seulement 3 gigas d'Internet par semaine? Et même en vrai, quand on connaît toutes les possibilités, est-ce qu'on peut vivre sans Internet? Et même, je vais te poser une question, dis-moi en commentaire. Est-ce que tu as déjà passé rien que 24 heures sans aller sur Internet? Eh ben voilà une bonne question. Moi, en tout cas, je vais tous les jours sur Internet, donc ne serait-ce que pour préparer ces magnifiques chroniques. Donc du coup, je serais bien embêté si je n'avais que 3 gigas par semaine. Donc voilà, depuis lundi, beaucoup de gens sont pas contents et le font savoir sur les réseaux. Oui, puis certains sont quand même trouvent que c'est une très bonne idée. En tout cas, on va noter quels sont les arguments de Najat Vallaud-Belkacem. Alors, elle parle d'urgence numérique, tout comme il y a une urgence climatique. Elle affirme que notre rapport aux écrans est très problématique, surtout en ce qui concerne les enfants et les adolescents. Alors là-dessus, évidemment, on ne peut pas lui donner tort. Najat Vallaud-Belkacem, qui était l'invitée de France Inter lundi, voici un résumé de ses principaux arguments.
Si nous avions un nombre de gigas limité à utiliser par semaine sur Internet, peut-être qu'on les consacrerait pas aux sites porno, à aller harceler des gens ou à faire circuler des fake news. Peut-être qu'on les utiliserait plus sagement d'une certaine façon, ou de façon plus raisonnée. Elle affirme également que réduire le temps d'écran permettrait de renforcer le développement cognitif de nos enfants, de lutter contre les discriminations et puis le réchauffement climatique, puisqu'on sait que les serveurs qui hébergent nos données sont extrêmement polluants. La rareté oblige à une certaine sagesse, c'est ce qu'elle dit dans sa tribune. Et dans la foulée, Marina Ferrari, qui est la secrétaire d'État au numérique, a réagi également sur France Inter. Je pense qu'aborder le débat avec des propositions caricaturales, inapplicables et même hors sol, c'est le meilleur moyen de l'hystériser et qu'en définitive, il n'ait pas lieu. Il faut aussi faire attention à ne pas ériger le numérique en bouc émissaire de tous les maux de notre société. Il faut, à contrario, je pense, développer le numérique éducatif, celui qui crée des liens, qui améliore l'accès au savoir. C'est peut-être une façon de repenser finalement la manière de consommer les écrans et de consommer Internet. Alors bon, que répondent les spécialistes à cette nouvelle mesure proposée par Najat Vallaud-Belkacem ? Alors les spécialistes du numérique disent en gros qu'elle n'y connaît rien et qu'elle aurait mieux fait de se taire évidemment. Alors il faut savoir quand même, je vous donne des petits tips, il faut savoir que 3 gigas ça équivaut à 1 heure de film en HD. C'est-à-dire que vous regardez un film, 1 heure, et vous avez consommé vos 3 gigas pour la semaine. Ça limiterait à 4 heures d'écoute la musique chaque mois, même si on peut quand même, c'est vrai, avec 3 gigas, surfer 2h30, 3h à peu près par jour sur Internet, mais en limitant évidemment le visionnage de vidéos, par exemple sur TikTok ou sur Instagram. Tous les spécialistes aussi s'accordent sur le fait qu'il y a un problème avec nos téléphones, bien sûr, mais pour eux, c'est une tribune qui est bourrée d'approximations et de poncifs qui pourraient même être contre-productifs, notamment pour les entreprises et pour les créateurs de contenu sur YouTube ou les réseaux. Donc en fait, pénaliser toute une économie. Je vous propose d'écouter Julien Chiez, qui est youtubeur spécialisé dans le jeu vidéo et l'actualité numérique. Il a repris la tribune point par point pour expliquer qu'elle ne tenait pas debout, et notamment sur la proposition concernant la rédaction des mails. On peut rédiger sur un traitement de texte ces courriels de la journée avant de les envoyer. Donc en fait, tous tes mails, tu les fais sur ton traitement de texte. Voilà, tous tes mails de la journée, et à la fin de la journée, tu les envoies tous. Alors, j'ai même envie de dire que cette phrase est, mais, surréaliste. Parce que, que tu envoies tes mails en fin de journée, ou que tu les envoies au moment où tu l'écris, au-delà du fait qu'en termes de réactivité, quand tu es dans le milieu pro, ou même perso, tu vas envoyer un mail à tes parents, à tes sœurs, à tes frères, à des potes, etc. T'as peut-être pas envie d'attendre la fin de journée, mais voilà. Mais ça fait pas plus de data, ou moins de data, Si t'as 5 mails à faire, tu vas pas envoyer un seul mail, et puis débrouillez-vous, Voilà, moi j'ai 5 personnes à adresser, mais il y a qu'un seul mail. Mais elle a réfléchi à cette phrase. On peut rédiger sur un traitement de texte ces courriels de la journée avant de les envoyer. Mais ça change quoi ? Alors effectivement, on peut se demander en quoi envoyer tous ces mails d'un coup peut lutter contre les discriminations ou le réchauffement climatique. Voilà, donc en gros, on ne pourrait plus faire grand-chose, si je comprends bien, par rapport à ces fameux 3 gigas, c'est ça ? Oui. Et pendant à la fois le monde du travail et de l'éducation ? Et oui, parce qu'en fait, aujourd'hui, les enseignants et les élèves échangent beaucoup de données par mail et sur les espaces numériques de travail avec des pièces jointes, parfois lourdes, des vidéos, des PDF, peu importe. Les enseignants, ils ont besoin d'Internet aussi pour préparer leurs cours, pour diffuser des éléments en classe, pour télécharger des éléments visuels, des éléments audio. Et puis, vous avez aussi de plus en plus d'élèves qui utilisent des tablettes avec des logiciels, des applications qui nécessitent de la data. Donc finalement, 3 gigas par semaine, dans le monde, en tout cas de l'éducation, et dans le monde économique en règle générale, ça peut vite devenir impossible et même freiner le développement numérique de l'école. Donc voilà, moi qui suis là pour faire l'écho de ce qui se dit sur les réseaux sociaux, en tout cas, cette proposition, elle n'a pas séduit grand monde. Merci beaucoup, merci Loïc. On va retrouver tout de suite Malika Ménard dans Souvenirs d'écolier, et cette semaine, son invité est le rugbyman Johan Huget. On va revenir sur ta carrière. Plus facile. Bruyante. Au Stade Toulousain d'abord, puis à Agen et Bayonne, avant de revenir à Toulouse. Tu es vite, on l'a dit, revenu à Toulouse. Tu n'as jamais eu envie d'aller ailleurs ? Je pense que dans la vie, les choses, elles sont écrites. Elles sont écrites et tu ne peux pas aller à l'encontre de ce qu'on te propose. J'étais à 2 doigts, après Agen, de revenir à Toulouse. Et c'était pas naturel, ça s'est pas fait. Donc je suis parti à Bayonne. Et Bayonne, ça a été une expérience. Au début, j'ai vécu ça comme un échec.
parce que je me suis dit, je repars pas à Toulouse. Dans mon objectif, c'était de faire 2 ans à Agen et de revenir à Toulouse. Et je reviens pas à Toulouse, donc je vois ça comme un échec. Et l'arrivée à Bayonne a été extraordinaire pour moi, parce que je connais mes premières sélections d'équipe de France. Ça fait quoi justement de porter le maillot de l'équipe de France ? C'est un sentiment indescriptible, parce que tu n'as pas la notion de tout ce que tu représentes quand tu mets ce maillot-là sur les premières, en fait, en tout cas. C'est un match de rugby pour toi, tu rentres, tu chantes la Marseillaise, ça change juste. Il n'y a que la Marseillaise qui change. Oui. Mais tout est nouveau, tu as ce sentiment d'être, de représenter beaucoup de gens, mais tu es aussi beaucoup critiqué. Et tu n'es pas préparé à ça quand tu es 25 ans. Ça, c'est quelque chose que tu as mal vécu ? C'est quelque chose que j'ai appris. Mais je pas. Ça me. Tu sais, je joue au rugby depuis que j'ai 6 ans, je sais quand est-ce que je fais quelque chose de bien, de pas bien. On se sert des médias, forcément. On s'en sert, et dans le bon et comme dans le moins bon, et il faut savoir prendre un peu de recul des fois par rapport à tout ça. Ta carrière, elle a aussi été marquée par des blessures. Elle s'est finie sur une horrible blessure, d'ailleurs, en 2021. Est-ce que, en tant que sportif de haut niveau, on se prépare aussi à ça ? On le vit comment quand ça arrive ? On fait un sport de combat, donc on vit avec la blessure au quotidien, plus ou moins grave. Il y a des blessures, si tu te tords un doigt, te casses un doigt, enfin c'est pas très grave en soi, mais pour attraper un ballon, t'as toujours mal. Donc on s'habitue à jouer et à avoir la douleur en permanence dans notre corps. Après en soi, j'ai connu que 2 blessures, j'ai été énormément épargné, sauf que mes 2 blessures, elles sont spectaculaires. Elles arrivent à un moment donné où il y a beaucoup de monde qui regarde la télé. Match d'ouverture de l'équipe de France face à l'Italie pour la Coupe du Monde 2015. Je crois qu'il y a plus de 9 millions qui regardent donc tu vois, ça marque, et les gens voient ça. Et la deuxième, j'annonce ma retraite. Et 2 mois après, je me blesse parce que je savais justement que ça pouvait arriver à tout moment, parce que ça fait 2 ans que j'ai mal à ce tendon d'Achille. À ce moment-là, tu dois penser tout de suite à la reconversion ? Non, j'avais pensé bien avant. Bien avant ? On l'a dit, manager général de club sportif, dans les médias, puis aussi l'écriture d'un livre. C'est ça. C'est terminé ? C'est terminé, exactement, c'est terminé. Après, tu sais, comme je sais que tu lis beaucoup, mais tu as des phases pour sortir un livre, et j'aimerais que le mien, il soit non pas sur toute ma carrière, mais sur l'après, surtout. Ouais. Il va être concentré sur l'après-carrière ? Oui, une grande partie sur l'après-carrière, montrer... pas l'envers du décor, mais montrer qu'on n'est jamais forcément prêt, même si on le décide à arrêter. Que socialement parlant, sportivement, c'est très dur, et qu'il faut rester focus sur nos objectifs personnels et avancer quoi qu'il arrive, parce qu'on a j'aime pas dire le mot, mais dans la vraie vie, il y a plein de choses qui se passent auxquelles on n'est pas préparé. Et ça, la sortie, elle est prévue pour quand ? On aimerait que ce soit après les JO. D'accord. Il y a beaucoup d'événements autour du sport, les JO, et moi, j'aimerais que... Fin 2024, quoi. Exactement. C'est déjà la fin de ce numéro. On se retrouve demain, toujours en compagnie de Johan Huget, pour la suite de Souvenirs d'écoliers. Tout de suite, c'est le meilleur de School TV avec le Zap. La physique quantique, c'est ce qui touche, pour simplifier, à l'infiniment petit. Donc, autour de nous, tous les jours, on fait l'expérience de la physique, ce qu'on appelle la physique classique. Donc, c'est aussi simple que de lancer une balle, que de toucher quelque chose ou d'écouter quelque chose. Tout ça, c'est ce qui touche à la physique classique. Je lance une balle, elle rebondit. Elle rebondit, physique exactement. Classique. Vous parlez, une onde se propage, physique classique. Maintenant, la physique quantique, c'est ce qui va décrire le comportement des atomes, mais pas que, ce qui va aussi être plus petit. Et c'est en dessous de l'atome, c'est ça. On est bien souvent en dessous de l'atome, oui, tout à fait. Même si ça concerne aussi pas mal les atomes. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. C'est-à-dire que la physique classique, on la comprend très bien, mais la physique quantique, on la comprend très bien aussi, et on comprend comment elle
génère la physique classique. Mais l'un ne peut pas fonctionner sans l'autre. Ceci étant, vous me corrigez, les deux grandes théories de la physique, on n'arrive pas à les réconcilier néanmoins. Alors, on a d'un côté la théorie de la relativité, et puis par le même, Einstein à savoir, qui pose les bases aussi de la physique quantique, c'est pas le seul, loin s'en faut, mais bref. Et les deux, on n'arrive pas à laisser les physiciens se disent c'est compliqué. Tout à fait, oui. La physique du très très grand, donc ce qu'on appelle la relativité générale, effectivement, elle n'est pas compatible à l'heure actuelle avec la physique quantique. Ouais. C'est l'un des grands challenges du XXIe siècle, c'est d'arriver à réconcilier les deux, donc d'arriver à mettre de la physique quantique dans la théorie de la gravitation. Et donc, ça, on n'y est pas encore. On n'y est pas encore. Donc on a deux systèmes d'explication du monde, de comment fonctionne la matière, les objets, etc., qui ne collent pas ensemble, mais chacune fonctionne à son échelle. À son échelle, tout à fait. Il y a encore des choses qu'on ne comprend pas, et encore heureux, sinon il n'y aurait plus de recherche en sciences physiques. Mais de ce qu'on en vit tous les jours, ça colle quand même très très bien. Ouais. Il y a vraiment un côté magique dans le jardinage. Et ce qui est vraiment formidable, Jean-Sébastien, c'est qu'on a l'impression que l'impact est immédiat. On sait que les enfants, c'est pas toujours facile d'obtenir leur attention plus de 2 minutes, mais là, on a l'impression que pendant 1 semaine, c'est banco. Oui, ça reste un sujet qui est très affectif. Déjà, ça les fait sortir dehors. Donc on est sur l'école à l'extérieur, donc c'est quelque chose qui est intéressant. On est sur une mise en pratique, on est avec des doigts, on est sur la manipulation. On est aussi sur des choses qui ont du goût, qui sont belles, soit des jolies fleurs colorées, soit les aromatiques qui ont du goût. On n'aime pas, mais peu importe, ça a du goût. On teste, on essaye. On est également sur des plants de légumes. Tiens, la salade, finalement, ça commence comme ça se fait pousser. La tomate, c'est un petit plant avec une petite fleur, mais pourquoi il n'y a pas déjà la tomate? Pourquoi il y a une fleur? Quand est-ce que la tomate va arriver? Voilà, il y a plein de choses à expliquer. On a vu également dans votre reportage toute la gestion des déchets. Le compostage, donc c'est important aussi pour les générations de montrer la deuxième vie des déchets verts. Voilà. On est sur un cercle complètement vertueux. Quelle est la motivation principale des étudiants que vous avez dans votre initiative, le Business Project College, quand ils se lancent dans l'entrepreneuriat? Est-ce que c'est de plus en plus d'avoir un impact positif autour d'eux, de changer le monde quelque part, d'avoir un impact sur la société? Exactement. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus de jeunes qui souhaitent entreprendre. Aujourd'hui, les étudiants qui viennent nous voir manquent de légitimité. Quand ils souhaitent entreprendre, ils ont des idées, mais il y a cette peur ou ce manque de confiance en eux qui fait qu'ils ont du mal à trouver la légitimité pour aller chercher pour concrétiser ce projet. Et je pense qu'en venant vers notre école, le fait de rencontrer des professionnels ou des intervenants qui sont eux entrepreneurs, ça les rassure. Le fait d'écouter les histoires et aussi de se dire que ces personnes-là ont été des étudiants comme eux et que le point de départ en fait est le même que ces jeunes étudiants-là. C'est que vous dites que la physique quantique, c'est un peu le Graal de la science-fiction parce qu'elle permet plein de choses et c'est ce qui vous a donné l'idée d'utiliser des héros de science-fiction, des super-héros pour essayer de nous introduire à ces notions. Oui, tout à fait. Quand on pense à Superman, on pense à ses yeux laser souvent et ce que on ne sait pas forcément, c'est que les lasers, c'est un pur produit de la physique quantique. Ça ne peut pas exister sans ça et ça n'a même pas été envisagé que ça puisse exister avant que la physique quantique ne naisse. Il y a bien d'autres choses. Le fait de traverser les murs, ça peut correspondre à ce qu'on appelle en physique quantique l'effet tunnel. Et il y a beaucoup d'effets qui nous paraissent un peu bizarres, mais qui du coup, pour le moins, qui du coup ont un vrai potentiel pour faire des super-héros et de la science-fiction. Ouais. Et si je vous ai bien lu, si j'ai envie de devenir Superman et de me faire installer des yeux laser, d'une certaine façon, techniquement, c'est possible. Le seul problème, c'est que ça prendrait tellement de place que j'y verrais plus grand-chose d'autre, c'est ça? Oui, les premiers lasers, ils tenaient sur une table. Hein. Voilà. J'ai même pu en voir des démontés. C'est assez gros. Maintenant, c'est vrai que les technologies ont évolué et il est possible de faire des lasers qui sont tout petits, qui tiennent dans un mouchoir de poche. Alors vous allez voir, ce bouquin, il est formidable. Moi, je suis loin d'être expert de la physique quantique. Je vous dirais pas que j'ai tout compris. C'est un peu velu par moments. C'est une expression que vous utilisez souvent. Il faut maîtriser beaucoup les mathématiques, mais quand même, on comprend des choses
choses. Ant-Man, par exemple, vous l'utilisez pour expliquer quoi? J'utilise Ant-Man pour expliquer ce qu'on peut voir à ces échelles. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la physique quantique, ça a commencé en partie par la description des particules qui composent notre monde. Donc, si on devenait aussi petit qu'Ant-Man, est-ce qu'on plongerait vraiment dans ce qui, dans les films, est appelé le royaume quantique ou pas? Et sinon, qu'est-ce qu'on verrait? Donc, je m'en sers pour décrire en fait le fait que la matière est composée de particules, et du coup, quelles sont ces particules et quelles sont leurs propriétés? On parle de Goran. Oui, permaculteur, pour ceux qui ne connaissent pas encore. La permaculture, c'est une approche respectueuse de la nature. Elle se base sur l'observation des sols et plus largement des écosystèmes naturels. Goran a 22 ans, il habite dans la Drôme et en 2020, alors qu'il est étudiant en philosophie, il décide de se lancer dans le maraîchage en autodidacte. Et ce savoir-faire, il le transmet via TikTok où il prodigue conseils et astuces à tous les amateurs de jardinage. Son objectif est de démocratiser l'accès à la culture d'un potager tout en dépoussiérant l'image traditionnelle souvent associée à ce domaine. Son compte est suivi par près de 400 000 abonnés. On regarde ce que ça donne. Tu vois ça? Le bouquet de roses que ton mari t'a acheté il y a à peine une semaine et qui est déjà tout fané. Ne le jette surtout pas. Je vais t'expliquer comment, grâce à ça, tu vas pouvoir avoir un magnifique rosier à la maison. Et reste bien jusqu'à la fin de la vidéo, je te montre le résultat. Pour ça, tu auras besoin de roses fanées et d'un sécateur. Donc là, c'est très simple, tu vas venir couper la tête de ta rose. Ensuite, tu vas venir couper toutes les feuilles de ton rosier. En faisant bien attention d'en laisser juste 2 en haut. Tu vas ensuite venir rétrécir ta tige en dessous d'un nœud, ici. Et tu vas venir couper tes feuilles comme ceci. Et tu répètes l'opération pour toutes tes fleurs. Ça, c'est une bouture que j'ai fait il y a environ 2 mois. Et on voit les premières feuilles qui sont sorties, ce qui veut bien dire que la bouture a fonctionné. Et son contenu va de la culture du persil au recyclage des coquilles d'œufs pour enrichir le terreau. Il les réalise sur un terrain qu'il a repris il y a 3 ans, juste à côté de sa maison d'enfance. Et à terme, son projet est de transformer le champ en ferme d'expérimentation où il fera pousser des fruits et des légumes en permaculture. Il prévoit même d'y construire une micro-ferme pédagogique où il recevra public et élèves. Éric, vous êtes le cofondateur, vous, de R2E, une association qui rapproche le monde de l'entreprise avec celui de l'école. Vous êtes parti il y a quelques années d'un constat, le monde de l'enseignement et celui de l'entreprise ne communiquent pas suffisamment aujourd'hui encore et risquent de ne pas toujours se comprendre. D'ailleurs, c'est toujours le cas aujourd'hui, vous faites le même constat? Alors, je pourrais faire le même constat, il a quand même un peu évolué. On peut revenir sur, comme vous l'avez dit, aux origines de R2E. En fait, nous, on voyait bien que le monde de l'entreprise et le monde des enseignants n'arrivaient pas à se parler, ou du moins n'arrivaient pas à se comprendre. Et pourtant, les besoins étaient très similaires, et la nécessité de se rapprocher est là, était là, est là, et sera là. Et donc, on a, dans un premier temps, écrit un article un peu fondateur qui est paru dans Forbes, Construisons des ponts entre l'entreprise et l'enseignant. Ensuite, après, on a lancé, après avoir cofondé administrativement, on a lancé les événements autour de l'économie sociale et solidaire. C'est-à-dire qu'on a fait venir des enseignants, on a fait venir des gens du monde de l'entreprise, de l'économie sociale et solidaire. Et là, on a vu que les valeurs étaient communes. Et donc là, on a compris qu'on pouvait construire quelque chose durablement. Ensuite, après, on a écrit un certain nombre de livres. Montrez-nous alors. On a commencé par le livre Management de gestion. Donc c'était section pour les classes de seconde. Et ensuite, après, on s'est lancé avec un concours. On a eu des marraines iconiques pour se présenter sur concours, et je pense que vous vous en souvenez. Et voilà. Et ensuite, après, on a écrit une collection. Montrez-moi, je vais les montrer à l'écran. Une collection. Merci. Il s'agit de passeports pour s'orienter. Et donc, il y a un passeport pour la partie le collège, un passeport pour la partie lycée et un passeport pour la partie voie professionnelle, seconde, première, terminale, voie pro, et c'est pour un accompagnement tout du long.
C'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Merci à toute l'équipe qui a préparé cette édition ce soir. À la réalisation, c'est Romain Luc. Le son, c'est Thibaut Gorillafont. Le maquillage, Laure Audemont. Emma Ferré et Laura Girard à la rédaction. Merci aussi à Roxane Sarfati. Et bien sûr à Loïc Landreau. Merci. Merci. Demain, vous prenez ma place. Exactement, Loïc. oui. D'accord. De grands sujets vous attendent. Oui. Vous savez déjà. Vous avez travaillé sur la question. Oui, notamment les violences contre les enseignants. Et le personnel éducatif, ce sera l'objet du débat de demain. Beaucoup à dire, en effet. Merci de nous avoir suivis. Très belle soirée à tous. Et puis à demain. Enfin non, à demain. Je vous regarderai demain. Avec plaisir. Vous avez regardé le Grand JT de l'éducation.